Un homme qui a changé à lui seul toute l'industrie de la contrebande aux Pays-Bas. Il a professionnalisé le commerce en créant des divisions distinctes, chacune ayant sa propre tâche. Quoi que soit l'achat, la contrebande ou la distribution, il s'assurait que chaque division fonctionnait sans problème, presque comme une véritable entreprise. Il a été l'un des premiers aux Pays-Bas à commencer à soudoyer les douaniers, les fonctionnaires et les agents de police. Tout cela dans le but de devenir le plus grand acteur du monde. Lorsqu'il se déplaçait, c'était toujours avec 3 gardes du corps dans sa voiture et 2 dans une autre voiture qui le suivaient pour des raisons de sécurité. Cet homme n'est pas né dans la pauvreté. Son père était le PDG de l'une des plus grandes entreprises des Pays-Bas à l'époque. Mais il a décidé de vivre une autre vie. Une vie qui lui coûterait cher parce qu'il ne pouvait tout simplement pas s'éloigner d'une chose en particulier. Voici l'histoire de Klaas Bruinsma, le plus grand baron néerlandais de tous les temps. Klaas Bruinsma, également connu sous le nom de Le Révérend, est né à Amsterdam, aux Pays-Bas, le 6 octobre 1953. Il a passé la majeure partie de son enfance dans le centre-ville d'Amsterdam, jusqu'à ce qu'il déménage à Blaricum en 1964. Le père de Klaas, Anton, était le fondateur et directeur de Rack, l'un des plus grands fabricants de soda des Pays-Bas à l'époque, faisant de lui un homme riche. Mais la vie pour Klaas, en tant qu'enfant, n'a pas toujours été facile. Son père, Anton, n'était pas le père aimant et attentionné qu'il espérait. Anton était très strict et ne montrait aucun amour. Il brutalisait fréquemment son fils. Sa façon d'enseigner des leçons de vie et son fils était également très étrange. Anton demandait de Klaas de sauter d'un meuble, prétendant s'assurer que Klaas tomberait dans ses bras. Mais au lieu de le rattraper, il regardait Klaas tomber au sol et lui disait « Tu vois, tu ne peux faire confiance à personne dans cette vie. » C'était une erreur stupide. Ce n'était pas la seule fois où son père jouait ce genre de jeu. Cela a allumé un feu en Klaas, un feu qui allait le pousser à faire des choses inimaginables plus tard dans sa vie. Klaas a plus tard confié à son psychiatre que les mauvais traitements physiques et mentaux constants de la part de son père avaient laissé beaucoup de cicatrices, à la fois mentales et physiques. Il a juré à lui-même et aux autres qu'à tout prix, il deviendrait plus riche, plus puissant et plus redouté que son père. Et c'est ce qu'il a fait. Pendant ses années de lycée, Klaas a commencé à consommer du hashish lui-même et a rapidement remarqué qu'il pouvait également le vendre à ses amis et aux élèves de son école. En 1970, alors qu'il avait 16 ans, il a eu sa première rencontre avec la police après avoir été surpris en train de vendre. Il s'en est sorti avec un simple avertissement. Quelque temps plus tard, il a de nouveau été pris en train de vendre sur les lieux de l'école. L'école a décidé de le suspendre et à partir de ce moment, Klaas a décidé de se concentrer uniquement sur le commerce de la drogue. Des tonnes de hashish entraient dans le port d'Amsterdam, mais aussi dans de nombreux autres ports européens. En 1978, Klaas avait construit un immense réseau international. Il obtenait ses marchandises du Pakistan, du Liban et de la Syrie, et son marché s'étendait toute l'Union européenne. Le Pakistan était son principal distributeur. Il a voyagé dans ce pays plus de 30 fois, et ses connexions étaient si bonnes qu'il pouvait commander à crédit et payer quand il vendait la marchandise. Par cargaison en provenance du Pakistan, il expédiait environ 5000 kilos en moyenne. Prix d'achat, quelques dizaines de milliers de florins. Valeur de vente dans les rues des Pays-Bas, plus de 25 millions de florins. Voilà un retour sur son investissement. Il lui a fallu quelques années avant de pouvoir vraiment se déclarer multimillionnaire. Mais, au fur et à mesure que les cargaisons augmentaient, on pense que certaines de ces plus grandes cargaisons valent entre 300 et 450 millions de florins, soit entre 136 millions et 200 millions d'euros. Cela représente beaucoup d'argent, surtout à cette époque dans les années 1980. Personne d'autre ne faisait ce qu'il faisait. Il a professionnalisé le jeu, traité cela comme une entreprise et pris des décisions commerciales sans prendre en compte les sentiments. Ce qui l'a aidé. Ce qui l'a aidé, c'est qu'à cette époque, la police néerlandaise n'avait aucun lien avec les pays d'où il faisait passer la drogue, de sorte qu'ils ne pouvaient pas coopérer entre eux. De plus, les différents départements de police néerlandais ne travaillaient pas vraiment ensemble non plus, rendant difficile la poursuite de grands criminels comme Klaas. Ils n'avaient absolument aucune idée de comment lutter contre la criminalité organisée. Cela a permis à Klaas de mener ses affaires et de devenir le plus grand dans son domaine, lui rapportant des millions. Klaas n'a jamais dépensé ses millions pour de grandes maisons ou vivres. Il ne se sentait en sécurité que dans les hôtels. Il a passé la majeure partie de son temps dans des hôtels de luxe tels que l'Amstel Hotel, où il réservait toujours la suite 116 et avait l'un de ses bateaux amarrés devant l'hôtel. La sécurité qu'il ressentait avait un prix. Cela lui coûtait environ 1 million de florins, soit 500 000 € par an pour séjourner dans tous ces hôtels de luxe
sans compter ce qu'il y dépensait, une somme très importante dans les années 1980. Une partie de la raison pour laquelle il aimait vivre dans des hôtels était qu'il pouvait être le personnage et montrer sa richesse à d'autres personnes riches. Il dépensait des sommes importantes en services hôteliers et en boissons dans les bars, et se promenait avec ses gardes du corps armés comme s'il était le propriétaire des lieux. Mais l'Amstel Hotel était également souvent visité par des responsables gouvernementaux étrangers et d'autres personnalités importantes. Les directeurs de l'hôtel lui demandaient aimablement de rester ailleurs pendant quelques jours ou quelques semaines, ce qu'il faisait alors respectueusement car il comprenait pourquoi. Les directeurs de l'hôtel ne voulaient pas que Klaas et ses gardes du corps ruinent leur image prestigieuse. Jusqu'en 1988, Klaas Bruinsma opérait dans l'anonymat total. Personne en dehors du milieu criminel ne savait ce qu'il faisait ni comment il gagnait son argent. Mais un jour, tout a changé. Het Parool, un journal néerlandais, en a fait la une. Le titre disait « Le fils d'un grand entrepreneur dirige l'empire de la mafia néerlandaise ». L'article expliquait comment il gagnait son argent, en vendant des stupéfiants, ce qu'il avait fait à ses ennemis, et bien plus de preuves accablantes. L'article a été écrit par Bart Middelburg, qui avait complètement exposé Klaas Bruinsma en un seul article. Klaas était absolument furieux et voulait immédiatement riposter. L'auteur, Bart Middelburg, a entendu parler de cela et s'est caché pendant une semaine. Mais Klaas était loin d'avoir fini. Il a lancé une contre-offensive dans l'intention de montrer aux gens qu'il n'était pas l'homme décrit dans l'article. Il a élaboré un plan, et ce plan a lourdement échoué. Il a demandé à l'écrivain d'un autre journal néerlandais, Nieuwe Revue, de le rejoindre pendant quelques jours et voulait qu'il écrive un article à ce sujet. Klaas ne savait pas que cet article allait se retourner contre lui et ne lui causer que plus de problèmes. Klaas a poursuivi Het Parool pour faire retirer l'article et rectifier ce qui avait été dit. Néanmoins, les choses n'ont fait qu'empirer pour lui devant le tribunal. Son avocat a dit au juge qu'il était faux que Klaas ait de garde du corps et qu'il soit impliqué dans des activités illégales. Cependant, dans son interview avec Nieuwe Revue, il a déclaré avoir de garde du corps et avoir été impliqué dans des affaires illégales. Il est encore difficile de comprendre pourquoi il a accepté l'interview et a laissé le journaliste le suivre pendant quelques jours, car il était certain à 100% que cela ne ferait que confirmer ce qui avait été dit dans le premier article sur lui. Sa cause devant le tribunal n'avait aucune chance. L'article pouvait rester et n'avait pas besoin d'être rectifié. La chute de Klaas était imminente. Un jour, alors qu'il était ivre, il s'est vraiment laissé aller émotionnellement et a dit à un journaliste en pleurant qu'il n'en pouvait plus, qu'il en avait fini avec la vie criminelle et voulait sortir. Mais il ne pouvait pas. Il était déjà bien trop impliqué et s'était fait beaucoup trop d'ennemis pour pouvoir quitter ce monde. Le procès et la couverture médiatique l'ont rendu célèbre d'un jour au lendemain. Et en tant que criminel, la dernière chose que vous voulez, c'est d'être célèbre. Ses contacts ont commencé à l'éviter, de peur de se retrouver impliqué dans son enquête policière. Klaas s'est retrouvé isolé et déprimé. Comme il consommait des substances interdites, il est devenu imprévisible et a perdu encore plus de personnes autour de lui. Lentement mais sûrement, il a perdu sa position de leader dans le milieu criminel et a décidé qu'il voulait prendre sa retraite. Mais, pour prendre sa retraite, il avait besoin d'un dernier gros coup qui lui permettait de vivre confortablement pour le reste de sa vie. Il a nommé ce dernier coup de Grootberg, ou en français, la Grande Montagne. 45 000 kilos de hashish du Pakistan cachés dans des camions frigorifiques. Malheureusement pour lui, la cargaison a été saisie, et il a dû dire adieu à ses fonds de retraite. Mais ce n'était pas tout. Pendant que cette cargaison était en cours, Klaas ne faisait que se vanter de la Grande Montagne qui arrivait et qui le mettrait à l'abri pour la vie. Cela a alerté la police et a finalement conduit à la saisie. De nombreuses personnes avaient investi dans la cargaison et ont maintenant reproché à Klaas son manque de discrétion. Après tout ce qui s'était passé, la fin était proche pour Klaas. Sa paranoïa, son usage abusif de substances, la cargaison échouée, la violence et tous les ennemis qu'il s'était fait au fil du temps l'ont finalement rattrapé dans la matinée du 26 au 27 juin 1991. Alors qu'il sortait du Juliana Bar à Amsterdam, il a été mortellement frappé. La raison de cet assassinat n'a jamais été révélée, pas même par celui qui l'a fait. Son nom était Martin Hoogland, un ancien policier qui avait commencé à travailler pour les Yugo. Un rebondissement intéressant est qu'un autre homme a plus tard affirmé et admis être celui qui l'avait fait, car Klaas avait commandité un assassinat contre son frère. Il voulait sa vengeance. Cela n'a jamais été confirmé par la police et Martin Hoogland a purgé toute la peine avant de se faire lui-même tuer lors d'une libération anticipée. Klaas Bruinsma, un homme qui a eu une enfance si difficile qu'elle l'a marqué mentalement et physiquement pour le reste de sa vie.
Son seul objectif était de devenir plus riche, plus puissant et plus redouté que son père ne le serait jamais. Ce qu'il a définitivement accompli, bien que pour une courte période. Mais à quel prix? Au cours de ces dernières semaines, il était tellement paranoïaque qu'il ne faisait même plus confiance à sa propre ombre. Il paraissait pathétique et ne se souciait que de sa poudre blanche, sans laquelle il ne pouvait pas vivre. Tout son entourage l'avait quitté et personne ne voulait lui parler, car il n'était rien de plus qu'une responsabilité. Après avoir passé une autre nuit dans un bar, la fin est finalement arrivée. Ce qui était peut-être mieux ainsi. Merci d'avoir regardé, et dites-moi ce que vous pensez de l'histoire de Klaus Bruinsma dans les commentaires. Merci, et je vous apprécie de regarder.